Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Océane Sorel. Bonjour Océane. Bonjour Sophie. Alors Océane, tu es une vétérinaire bretonne, diplômée de l'Université de Liège en Belgique en 2011. À la suite de ton cursus, tu te lances directement dans la recherche biomédicale et tu poursuis tes études grâce à l'obtention d'une bourse très sélective dans le département d'immunologie-vaccinologie à la faculté de Liège. Le PhD en poche, en 2016, tu décolles pour les US en Californie pour entamer non pas un, mais 2 post-docs consécutifs dans 2 facultés. Et en 2019, tu quittes la recherche académique pour travailler dans une entreprise de biotechnologie en humaine, toujours dans le domaine des maladies infectieuses. Et en 2020, en plein Covid, tu deviens Instagrammeuse et influenceuse en créant The French Virologist, où tu vulgarises la science de manière totalement déjantée. J'adore. Aujourd'hui, 159 000 followers et déjà presque 500 posts. Océane, tu es aussi épouse d'un professionnel de la voile, maman de 3 enfants, tu aimes l'équitation et la pâtisserie. Ta mission de vie, je te cite, serait de contribuer à rendre le monde plus clean et améliorer la santé publique en diminuant le nombre de conneries qui circulent. Sacré programme. Merci Océane de nous consacrer un peu de ton temps. Je suis ravie d'échanger avec toi et hâte de te découvrir. Alors je démarre avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi vétérinaire ? En fait, pour tout avouer, c'est ça qui est marrant, j'avais considéré être chercheur avant d'être vétérinaire. Et en fait, je pense que mes parents m'avaient dit, oui, mais chercheur, il n'y a pas de débouché, tu devrais faire autre chose. Et bon, moi, je montais à cheval. C'est vrai que j'ai toujours aimé les sciences, la biologie. Moi, je voulais vraiment faire un truc en lien avec la biologie. Je voulais pas être médecin. Je voulais pas trop avoir à gérer les humains, j'avoue. Même si au final, en tant que vétérinaire, on doit gérer les humains. Et du coup, en fait, ça s'est venu naturellement. J'ai dit, bon, bah, ok, j'adore tout ce qui est médecine, trucs médicaux, sciences, biologie. Allez, je tente veto, mais je voulais pas faire de prépa, donc j'ai tenté le concours. Tu sais, à l'époque, il y avait le concours d'entrée à Liège, et je l'ai passé, je l'ai eu en fait, juste après le bac, et hop, c'était parti. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ok, super. Et comment ça se passe alors tes études en Belgique ? Super bien. C'était franchement 6 années. Je pense que c'était 6 super années. J'ai adoré. J'ai encore refait dans les cartons là ce week-end, regarder les photos. Ça me paraît loin, en même temps ça me paraît super proche. Je me souviens de quasi tout comme si c'était hier, alors que c'était il y a quand même plus de 10 ans. Et c'était, je pense, parmi les meilleures années de ma vie. Ouais, 6 années. Ces 6 années là, c'était génial. Génial. T'as encore beaucoup de contacts avec tes potes ? Oui. Ouais. Je pense que les potes qu'on se fait dans les études supérieures comme ça, qui durent longtemps, en plus, on a quand même 6 années, on est tout le temps ensemble. C'est des potes qu'on fait pour la vie. Enfin, je pense que c'est difficile même si on est loin physiquement, parce qu'on se voit rarement. Moi, j'étais pas rentrée depuis 5 ans en France l'année dernière. Mais quand on se revoit, c'est vraiment comme si on s'était jamais quitté. C'est ça qui est assez incroyable quand je trouve des vrais potes, des vrais amis. Et ben, le temps passe, mais c'est quand tu te revois, si tu reprends l'histoire là où t'en étais en fait. Et c'est chouette. C'est très chouette. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai sûrement un biais, hein, mais j'ai l'impression que, en tout cas, toutes les personnes qui ont fait leurs études en Belgique disent la même chose. C'est vrai. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a tous le même ressenti. Et ça nous manque parfois. Hein. Je pense que ça nous manque, ouais.
Ouais, On avait hâte d'être diplômé et au final, une fois qu'on est diplômé, on se dit ah punaise, je paierais cher pour revenir un peu en arrière quand même. C'était cool. c'était le bon vieux temps. Ouais. Ça y est, on est des vieux maintenant, on doit dire des choses comme ça. On est des vieux docteurs, ça y est. Alors, t'as un peu déjoué ma question d'après, parce que j'allais te demander quand est-ce que tu décides de te lancer dans la recherche, mais du coup, je vais la formuler autrement. Quand est-ce que tu découvres que tu as une passion pour la recherche? Quand est-ce que je découvre que j'ai une passion? Je pense que c'est vraiment la biologie, moi, au lycée, au collège, j'ai adoré, vraiment adoré ça. À tel point que j'ai fait une première, enfin, pour les Français, ils doivent savoir, mais après ma seconde, j'ai détesté les maths. J'ai vraiment un problème avec les maths. Du coup, j'ai pas voulu faire S, scientifique. Je suis allée en ES. Sauf qu'en ES, je me disais, il y avait quasi pas de biologie. En fait, la biologie me manquait trop. Du coup, j'ai redoublé ma première, alors que j'avais des très bonnes notes, pour pouvoir aller en S. Et c'est comme ça que j'ai après fait une filière scientifique. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être des langues ou quoi, parce que j'aime bien les langues aussi. Mais, et en fait, c'est parce que j'adorais la bio et justement, je m'intéressais vachement au monde de la recherche et tout, que ça a commencé comme ça. Et après, je suis rentrée en VT, les études véto et compagnie. Après, t'es un peu on parle pas trop de la recherche pendant les études véto, c'est vrai, hein. C'est pas un truc que les profs enfin, on n'envisage pas vraiment de devenir chercheur quand on se voit dans la pratique ou dans d'autres trucs à la limite, mais pas trop la recherche. On pense pas trop qu'on a accès à ça. Et en fait, en faisant tu sais, le TFE, le travail de fin d'études, je l'ai fait en immuno. Et en fait, je pense que pendant l'entretien avec, à l'époque c'était Alain Van der Plachen, je lui dis que j'aimais bien la recherche, que ça m'intéressait en fait. Et on me propose de faire un stage. Et en fait, au lieu de faire mes stages de troisième doc en pratique, c'est tous fait en recherche dans le labo d'immuno. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et ils m'ont proposé de faire une thèse à condition que j'ai une bourse, qui est du coup la bourse du FRIA que j'ai eue. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Une fois que t'as mis le pied dedans, tu peux retourner vers la pratique. J'ai des collègues qui l'ont fait. Mais moi, j'ai continué. Une fois que j'ai eu ma thèse, je suis partie en postdoc. Puis après, une fois que t'es dedans, ben voilà, c'est parti, quoi. Et voilà. Et c'est chouette. C'est un autre monde, mais c'est vrai que les vétos, on pense pas qu'on peut faire ça, qu'on a accès à ça. Bah oui, ça l'est. Enfin, en rédigeant les questions, en réfléchissant à ton parcours, je m'étais fait la réflexion justement et je me demandais à quel point toi, t'avais eu accès facilement à des informations sur ces métiers-là. D'ailleurs, il y a pas que les métiers. Enfin, la plupart des métiers vétérinaires non praticiens, je pense, c'est pas ce vers quoi on se destine et on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Et honnêtement, si j'avais pas atterri dans son bureau et que j'avais pas dit ouvertement que je m'intéressais à la recherche, je suis pas sûre que j'aurais pensé de moi-même à dire où est-ce que je pourrais faire une thèse, tu vois. C'est de fil en aiguille, ça a commencé par un stage et puis après on m'a proposé de faire une thèse et puis ça a duré 4 ans et après je dis OK, postdoc, j'ai eu les postes et voilà, c'est vraiment de fil en aiguille que c'est comme ça et c'est cool, hein. Mais c'est vraiment un monde à part, ça n'a rien à voir avec un jour, j'avais une copine véto qui était venue avec moi au labo pour voir ce que je faisais. Et elle me dit, oh, on n'a vraiment pas les mêmes journées. Hein. C'est pas du tout là. C'était enfin milieu des praticiens, mais c'est vrai que mais c'est chouette d'avoir cette possibilité, avec un diplôme, de se dire on a plein de possibilités et pas que la pratique. Surtout, tu vois, avec le contexte en ce moment où les praticiens sont pas toujours très heureux dans leur pratique, c'est bien de se dire qu'il y a d'autres options et qu'on n'est pas obligé de faire forcément que du cabinet ou de la pratique, quoi. C'est cool là, que les vétos soient aussi reconnus dans d'autres professions. Ouais, on a un diplôme hyper polyvalent. C'est clair, carrément. Bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe un doctorat? Comment ça se passe un doctorat? Alors, ça dure entre 3 et 4 ans. En Belgique, c'est 4 ans. En France, je sais que c'est 3 ans. Je crois, si je me trompe pas. Donc ça dépend aussi de la thématique que tu choisis. Moi, c'était immuno, beaucoup de viraux surtout. Je fais de la virologie plus que de l'immunologie. Enfin, j'ai fait les deux, mais je travaille sur un virus à la base, je travaille sur un virus de GNU qui cause la fièvre catarrhale chez les vaches en Afrique. C'est un modèle pour étudier aussi des virus humains. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec la médecine humaine. Surtout pour obtenir des financements, hein. Clairement, t'as pas trop le choix. Pour avoir des financements, il faut faire un parallèle avec la médecine humaine. Et tu fais des expériences dans les labos, t'écris des papiers que t'envoies ensuite au peer reviewing.
t'écris ta thèse, qui prend du temps, t'assistes à des conférences, tu fais des posters, tu soumets des abstracts. C'est vraiment la vie d'un chercheur normal, sauf qu'en plus, bah, t'as la casquette de veto en plus, quoi. Et voilà, mais c'est long. Il faut être très motivé. C'est parce qu'il y a enfin, c'est pas du tout linéaire comme c'est pas 4 ans où on fait que des découvertes scientifiques géniales et tout se passe bien. Tu passes beaucoup de temps à troubleshooter ce qui a foiré, pourquoi ça marche pas. Parfois t'as une hypothèse et en fait t'obtiens pas du tout les résultats enfin, c'est vraiment des up and down tout le temps. Enfin, c'est pas que de la joie, il y a beaucoup de galères et beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Il faut vraiment être très motivé. Tu peux pas pour se lancer dans une thèse, il faut vraiment être super motivé. Il y aura personne qui va venir tu auras des gens qui vont te soutenir, mais tu vas pas avoir personne qui va faire le boulot à ta place, quoi. Il faut être motivé de base. Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors dans cette voie à l'époque? Qu'est-ce qui me plaisait le plus? Je pense que c'était de comprendre les mécanismes. Moi, c'est ce qui me manquait en pratique, honnêtement, quand j'avais fait des stages. Je faisais des stages l'été. Et en fait, ce qui me manquait, c'était de pas pousser à chaque fois, tu vois. Quand il y avait une pathologie ou quoi, t'as toujours envie d'essayer de comprendre. Et en fait, t'as pas le temps, t'as pas les moyens. Et en fait, c'est ça qui me manquait, moi, dans l'aspect pratique. Et c'est pour ça que la recherche m'intéressait vachement, parce que tu vas vachement en profondeur des choses et t'essaies de comprendre les mécanismes qui mènent ensuite aux pathologies. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis alors, le système immunitaire, moi, me fascine. Et les interactions entre le système immunitaire et les pathogènes comme des virus, etc., c'est incroyable. Tu te dis, c'est incroyable comment la nature est faite, quoi. C'est un truc de fou. Donc c'était plus le côté compréhension, curiosité, on va dire. C'est ça qui m'intéressait le plus. Ouais. Et donc, je reboucle un peu l'immunoviro. Alors, tu as atterri dans son bureau un peu, voilà, par hasard. Il y avait d'autres domaines dans lesquels tu te serais lancé en termes de recherche, ou c'était vraiment aussi ça qui te plaisait? C'était l'immuno qui me plaisait. Ouais. Le système immunitaire. J'avais adoré les cours d'immuno. Et je pense que, ouais, c'était vraiment ça que c'était, mais depuis toujours, hein, au lycée, j'adorais quand on apprenait tout le système immunitaire, comment ça fonctionnait. Donc, je me voyais pas vraiment faire dans un autre domaine. Tu vois, par exemple, une thèse en pratique, il y en a qui le font, des cliniciens qui le font. Je pense pas que ça m'aurait autant intéressé. Ok. Bon, bah, thèse en poche, 2016, direction les US, avec ton mari, ton fils, ton chien. Comment elle se passe, cette transition? Raconte-nous. Alors, cette transition, c'était express, hein. J'ai passé ma thèse en janvier, je crois que c'était le 10 ou le 15 janvier, et la semaine d'après, j'étais en avion, on avait vendu la maison, enfin, ça a été, mais la course de A à Z, c'était... Et du coup, on n'a pas eu le temps de se poser à réfléchir en se disant, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste qu'effectivement, quand tu te retrouves à Charles de Gaulle avec toute ta vie dans des valises, tu te dis, ah ouais, je suis vraiment en train de le faire. Et ça a pas été, je sais pas dire que l'expatriation, c'est pas un truc un long fleuve tranquille, mais ça s'est bien passé quand même. En plus, j'avais un job, donc c'était assez. Après, il faut trouver un logement. Nous, en plus, on a atterri à Los Angeles, qui est une ville très très chère. J'avais pas un gros salaire, on avait qu'un salaire pour 3. Enfin, c'était au début, c'était un peu chaud hein, quand même. Mais bon, on s'est débrouillé. Il y a toujours des plans. Faut être débrouillard. T'as pas trop le choix. Et ça s'est bien passé. Le soleil a aidé. J'avoue que quand on arrive en plein hiver, qu'il faisait du soleil toute la journée, on se dit ah ouais, c'est cool quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Mais non, ça s'est bien passé. Et c'est juste qu'effectivement, il y a eu des galères, hein, mais globalement assez positif. Mais pareil, il faut se bouger, quoi. C'est pas, il faut aller chercher les infos. Il faut bien se renseigner avant. Ça, je pense que ça c'est hyper important. Mais moi, j'avais sécurisé mon poste plus d'1 an à l'avance. Du coup, j'ai eu vachement de temps à me préparer. Et ça, c'était heureusement, parce que du coup, j'avais regardé, tu vois, j'avais regardé toutes les assurances santé, j'avais regardé où est-ce qu'il fallait vivre à peu près pour que ce soit safe et pas trop cher. Enfin, j'avais déjà une très très bonne idée de la ville, de comment ça allait se passer quand on est arrivé. Donc ça a beaucoup aidé. Ok, donc c'était une évidence pour toi assez rapidement que tu voulais faire un postdoc du coup. C'était une évidence que, oui, en plus on voulait partir à l'étranger. Mon mari c'était pareil, il était motivé pour partir, donc on se dit que c'est le moment de le faire. Et oui, un postdoc, t'es un peu obligé enfin, quand tu veux continuer en tout cas dans la recherche, tu peux trouver des postes dans le privé ou, au début je savais pas trop si j'allais continuer en académique ou si j'allais continuer dans le privé. Du coup je me dis bon, je vais faire un postdoc, après on verra. Parce que quand tu veux continuer en académique, c'est un peu obligatoire, hein. T'es obligé de faire un peu un postdoc si tu veux
être ensuite nommé, etc. Finalement, je fais partie d'un privé après, mais de toute façon, c'était pas perdu, quoi. Et puis c'était cool d'aller voir dans un autre labo comment ça marchait, parce que j'avais toujours travaillé dans le même labo pour mes stages, ma thèse et tout. Donc c'était bien aussi d'aller voir ailleurs comment ça se passait. Et grosse différence entre postdoc et doctorat? Grosse différence entre les deux labos, surtout. C'est pas trop le travail qui a changé, c'est la culture. J'ai adoré mon labo de thèse. J'ai encore des contacts avec eux, avec mon directeur de thèse, etc. Mais bon, mes deux postdocs se sont pas toujours très très bien passés au niveau humain, on va dire. C'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est fait. Mais c'est pas du tout la même culture du travail. C'est vrai qu'ils sont très, enfin les deux labos que j'ai fait, t'es un peu, le larbin quoi. T'es postdoc, et tu bosses comme un taré tout le temps. Il faut que tu reviennes le week-end, t'as pas de vacances. Enfin, c'était dur. Surtout quand t'as une famille. Quand t'es tout seul, bon, et encore, je pense quand t'es tout seul, mais moi j'avais mes enfants, enfin, je veux dire, ça a été compliqué. Quand je suis tombée enceinte dans mon premier labo, le gars m'a quand même dit que j'étais la première femme enceinte de son labo en 20 ans, et il m'a demandé si mon mari allait arrêter de travailler pour que je puisse s'occuper des enfants. Ouais. Non, le process culturel, tu vois, c'était un peu... Il a fallu faire un petit... Et puis au final, j'ai eu mon deuxième, et ça s'est bien passé, hein. Il était content de moi et tout. Il m'a même demandé, quand il a déménagé son labo, il m'a demandé de venir avec lui. Donc, mais c'est vrai que c'est ancré, un postdoc doit être dévoué dans certains labos. Hein. Je pense que c'est pas tout le monde aux États-Unis, mais en tout cas les deux que j'ai fait, moi c'était comme ça. Tu dois être dévoué à ton travail. Pour eux, c'est le seul moyen de réussir, si tu veux. Et tu crois que c'est une différence aussi culturelle, US versus Europe, ou tu crois que c'est vraiment postdoc? Enfin, certains labos, comme tu disais. Je pense qu'il y a des labos américains. Moi, c'était pas les Américains, les chefs de labo. Peut-être que ça vient de ça aussi, je sais pas, mais peut-être que les labos... J'ai pas fait de labo, il y avait des chefs américains, donc je peux pas te comparer vraiment. Après, je sais qu'il y a des universités. Moi, j'étais à l'université de Californie du Sud, qui est une très très bonne université, c'était l'école de médecine, et qui a une réputation comme ça. Je l'ai su après, mais je sais que la réputation du département, c'était ils bossent tous comme ça. Et les chefs sont tous très exigeants, ils te foutent des lab meetings le samedi, enfin, c'est des trucs dingues, genre les jours fériés, il y en a pas. Enfin, c'est des trucs que tu imaginerais même pas en Europe. Enfin, tu vois, t'aurais des problèmes si tu faisais ça, mais non, ça passe. Ça passe. Et comme personne ne dit rien, ça continue à passer. Ça continue à passer, c'est ça. Mais bon. Et dis-moi, pourquoi on fait un deuxième postdoc alors? Ce qui s'est passé, c'est que donc après 2 ans, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est quand tu vas travailler aux États-Unis, que t'es chercheur et que t'es pas américain, t'es sous visa. T'as un visa, souvent un visa J1, qui est un visa de visiteur-chercheur, qui est dépendant de ton université. Si tu veux rester aux États-Unis, tu dois transférer ton visa vers une autre université, ou alors une green card. Une green card, ça prend du temps, ça prend longtemps à faire. Tu peux pas aller travailler dans le privé comme ça. En fait, sans sponsor, et le privé souvent ils sponsorisent pas les gens qui ont un PhD. Donc en fait, ce qui s'est passé, que un jour mon chef nous a dit au fait, je déménage le labo à Pittsburgh. Et là on a fait OK, quoi. Elle est bon. Et après il a offert de venir avec lui. Et quand mon mari a regardé où c'était sur la carte, il a dit non, je viens pas à Pittsburgh. Du coup, j'ai dit OK, donc si on veut rester en Californie, j'ai pas le choix, faut que je trouve un visa. Faut que je trouve un autre postdoc pour transférer mon visa dans une université. J'ai pas trop le choix, en fait. C'était soit on rentrait, soit j'allais à Pittsburgh, soit je trouvais un autre postdoc et il fallait que je transfère mon visa. Et en fait, j'ai trouvé assez facilement une autre université. C'était l'université de Californie cette fois, qui il cherchait un postdoc. J'ai postulé de manière spontanée et puis voilà, il y a une prof qui m'a embauchée et travailler sur le virus de la varicelle et du zona d'ailleurs. C'était intéressant, hein. C'était super ce qu'on faisait, mais la culture, c'est pareil, c'était un problème, quoi. Et la culture du travail, hein, je parle. Mais voilà, et du coup, on est resté comme ça. Et en fait, entre-temps, j'ai fait ma carte verte au moment où j'ai changé de postdoc. J'ai pris un avocat et en fait, aux États-Unis, tu peux faire une carte verte assez facilement si tu as une thèse, que t'es docteur, sans sponsor.
Il faut juste prendre un avocat et faire un dossier béton pour prouver que tu as un intérêt national. C'est la loi comme ça. Et donc, tu as une catégorie spéciale pour les chercheurs. Et donc, j'ai fait ça en attendant. Je l'ai eu il y a 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que je suis en carte verte. Quand j'ai eu ma carte verte et que ça a commencé à pas aller bien dans mon labo, entre autres parce que je suis tombée enceinte de ma 3e. À chaque fois que je suis tombée enceinte dans les labos, ça s'est pas bien passé. En tout cas, en postdoc. En thèse, j'ai eu aucun problème. Parce que j'ai eu mon premier en thèse, j'ai eu pas de soucis, mais des grossesses en postdoc, ça passe pas. Du coup, c'est parti en cacahuète un peu, les relations avec ma chef. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi, je me barre. Et comme j'avais eu ma thèse, en fait, j'avais commencé à postuler juste avant que ça parte en cacahuète, justement. Et il se trouve qu'il y a une boîte qui m'a embauchée, mais enceinte de 5 mois, sans problème. Ils m'ont dit viens chez nous, et donc je suis partie. Voilà. Super. Oui, enfin super, non, pas si super que ça, mais en tout cas, au moins t'as réussi à tracer ta route et trouver ton chemin, quoi. C'est ça. Il y a toujours des solutions. Hein. Faut pas se conforter dans une situation enfin moi c'est ma vision de s'il y a un truc qui va pas, il faut que ça change. Tu peux pas rester comme ça. Pour ta santé mentale, pour ma santé mentale, c'était pas bon. Quoi. C'était pas bon du tout. Et c'était évident que vous vouliez rester aux US, j'ai l'impression. Pour l'instant, oui. En plus, mon mari il avait retrouvé du boulot, ça se passait bien. Il y avait quand même plus de perspectives de travail pour moi aussi qu'en Europe, parce que j'avais commencé à regarder, tu vois, les jobs et tout, mais c'était souvent Paris, Lyon. Moi, j'avais pas du tout envie d'aller vivre à Paris. Du coup, on se voyait pas rentrer pour se retrouver au final dans un petit appart à Paris avec 3 enfants. Enfin, tu vois, c'était des trucs donc on s'est dit on va rester et puis on verra bien après. Puis il y avait un autre truc aussi, c'est que entre temps, donc on a nos 2 enfants ici. Donc nos 2 enfants sont franco-américains, mais le premier qui est né en Belgique, il est juste français. Donc si on part, par exemple, il ne pourra pas revenir. Alors que son frère et sa sœur peuvent revenir s'ils veulent, puisqu'ils ont le double passeport. Et on voulait qu'il ait la même chance, enfin, même si je sais pas si un jour ce sera une chance ou pas, hein, mais on veut qu'il ait la même possibilité quand il sera adulte de revenir. Surtout que lui, il a grandi, au final, il a passé plus de temps ici qu'en Europe. Donc dans un an, on aura la double nationalité et le petit, il aura aussi son passeport. Ah oui, donc on n'aura pas de décision de quitter voilà, on veut que encore plus pour au moins qu'ils aient la même chance tous les 3, quoi. S'ils veulent décider de revenir, sinon ce serait un peu dommage qu'il puisse pas revenir quand il a 18 ans et dire moi je vais retourner aux États-Unis. Ben non, tu peux pas. Et t'as pas le droit. Et vous avez droit à la double nationalité parce que vous êtes là depuis un certain temps, c'est ça? 5 ans. C'est 5 ans de green card. Ok. Et dans un an, on est à 5 ans. Un peu moins d'un an même. Ouais. Ok. C'est 5 ans de carte verte. Donc aujourd'hui, tu bosses dans une biotech en humaine. T'es toujours dans le domaine des maladies infectieuses. Donc ton job précisément, ça consiste en quoi? Une journée type? Une journée type. Alors maintenant, ça fait 2 ans que je suis remote, enfin ce qu'on appelle je travaille de télétravail. 100%? 100%. Ouais. Ah ouais, okay. Mon job est 100%. Ma boîte est basée à San Francisco, mais je vis en Floride maintenant. Enfin, avant j'étais à San Diego. Maintenant, on a déménagé l'année dernière en Floride. En fait, moi, je manage tout ce qui est publication scientifique. On travaille avec des collaborateurs internes, externes. On fait des études cliniques, précliniques. On génère des datas et moi j'écris les papiers, j'analyse des données. On les envoie au peer review. J'écris les abstracts, je fais les posters pour les conférences, tout ça. Donc tout ce qui est publication scientifique, je suis aux affaires médicales en fait. C'est pas du tout du marketing parce que parfois on me demande si c'est du marketing, pas du tout. C'est vraiment tout ce qu'on faisait dans l'académique, mais du coup dans le privé avec les papiers scientifiques. Il faut absolument que les données soient scientifiquement correctes, pas biaisées. Enfin, vraiment, on essaie de garder absolument une éthique irréprochable. Et voilà. Mais c'est chouette parce que ça reste de la science, même dans le privé. Enfin, c'est très scientifique. C'est pas du tout. Moi, tu vois, tout ce qui est business, marketing, c'est pas du tout mon truc, par exemple. Ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. J'aime bien tout ce qui est evidence based là, donc prouvé et scientifiquement prouvé. Voilà, faut que ce soit. Et tu participes à l'élaboration des études aussi, ou t'es vraiment dans le côté, conclusion, on va dire? Non. Moi, je suis après. Après les études. J'ai mes collègues qui s'occupent de gérer, qui managent toutes les études.
Et moi, en fait, je suis vraiment downstream de tout ça, donc en aval de tout ça, et je récupère les données et je sors les publications avec les collaborateurs dans les journaux et pour les conférences. Ok. Et parfois, j'aide pour les protocoles et les reports, mais je suis vraiment dans tout ce qu'on appelle medical writing, donc les rédacteurs médicaux, quoi. Ok, À peu très près clair. Et vous êtes plusieurs dans ton job ou t'es la seule à faire ça dans ta boîte? Je gère toute la unit, enfin toute l'unité. On n'est que 4 dans le team. En fait, on est par région. J'ai une de mes collègues qui est en Europe, qui s'occupe des études européennes. Mon autre collègue s'occupe des études américaines, et mon autre collègue s'occupe des études qui sont en Asie et en Afrique. Okay. Et moi, je suis globale, tout ça, donc je vais là où on a besoin de moi pour publier les études. Donc c'est quand même du boulot, hein. C'est beaucoup de travail. Quand il y a 8 posters à faire pour une conférence et 3 papiers en même temps, c'est chaud. Ah ouais, ça va être costaud, ouais. Il faut être un peu organisé, ouais. Surtout que écrire, ça prend vraiment du temps, quoi. C'est pas un truc qui prend, que tu peux faire en 2 secondes. Ouais, c'est clair. Et tu te déplaces? Tu vas te présenter aussi dans les conférences? Oui, enfin, pas très souvent. On essaie de tourner à plusieurs. J'y vais une fois par an à peu près. Il y en a une de notre équipe qui va à une conférence, l'autre qui va à l'autre, et moi je vais à une autre. On essaie d'avoir toujours au moins une personne de l'équipe qui va aux conférences auxquelles on soumet des posters, histoire qu'il y ait une représentation de des affaires médicales, quoi. Mais voilà. Mais pas trop souvent, je me déplace pas trop, non. Ce qui me convient bien, en fait. Oh, bah, tu m'étonnes. Déjà, c'est le boulot comme ça, je crois. Et c'était une suite logique pour toi d'évoluer vers le privé? D'évoluer vers le privé, ouais, j'ai commencé en R&D dans la même boîte d'ailleurs en 2019, quand j'étais enceinte là et que je cherchais du boulot. Et en fait après j'ai vu ce poste là moi je voulais être en télétravail parce que c'était beaucoup plus simple pour moi au niveau organisation familiale, parce que mon mari il est tout le temps parti. Quand il y avait les enfants qui étaient malades, c'était la galère pour aller au labo. Enfin, je me retrouvais à faire des trucs genre j'allais au labo et comme ils ont pas rentré ici, c'est des trucs où on a quand même des cultures de virus et tout. C'est au niveau biosafety, tu peux pas laisser des enfants rentrer là-dedans. Donc il fallait que je les mette dans un petit bureau avec je leur mettais un cartoon, enfin le temps que moi j'allais faire 2-3 manips. Enfin, c'était n'importe quoi, mais je me dis je peux pas continuer comme ça, tu vois, il y a un moment donné alors que comme je suis en télétravail, là je peux m'organiser un peu comme je veux tant que le job il est fait. Je m'organise comme je veux dans ma journée. Si je dois travailler à 23h, je peux le faire, tu vois. Ouais. Alors que là, quand t'as des enfants qui sont à la maison, tu peux pas retourner au labo à 23h, tu vois. T'es tout seul. Comment tu fais? Ouais. Donc c'était compliqué. Et puis de toute façon, écrire, ça m'intéressait vachement parce que j'écrivais beaucoup de grants quand j'étais en postdoc. Tout ce qui est NIH, donc tout ce qui est demande de financement au NIH. Je le faisais beaucoup pour ma chef. Et en fait, j'avais bien aimé faire ça. Et puis écrire des papiers aussi, c'est cool. En plus, les papiers, c'est vraiment sympa parce que quand t'écris des manuscrits après qui sont publiés dans des revues, tu vois vraiment ton travail qui est publié à la fin. Donc ça vraiment apporte une plus-value, tu vois. C'est pas des documents qui restent en interne, c'est vraiment des trucs après qui sont publiés sur PubMed, que tout le monde peut accéder, quoi. C'est vraiment cool pour ça. Ok. Donc ce côté rédactionnel, finalement, tu l'avais déjà un peu dans la peau, quoi. Je l'avais un peu dans la peau et j'ai toujours eu parce que j'ai toujours aimé les rédactions. Je pense que c'est vraiment soit on aime, soit on déteste. J'ai l'impression d'écrire. Mais quand j'étais au lycée, j'avais même voulu faire L pendant un temps littéraire parce que j'aimais bien écrire, j'aimais bien lire. Donc c'était un bon moyen aussi, tu vois, de mélanger un peu toutes les expertises, quoi, que tu peux avoir. Puis j'aime bien faire des figures, ça j'aime bien faire ça. Tu vois, t'as les données dans un Excel sheet, enfin dans un tableau Excel, et après tu fais des figures sympas qui montrent les données, tout, c'est cool. C'est marrant comment on a un peu ces choses qui émergent quand on est enfant ou ado, et parfois ça met un peu de temps pour revenir. Tu vois, t'as un truc qui te plaît et puis tu choisis une voie, mais cet autre truc qui te plaît, à un moment donné, il revient. Tu les recroises. Ah ouais, tu les recroises, exactement. Mais c'est bien, ça prouve qu'au final tu changes pas, t'as toujours un fond qui est identique à quand t'étais enfant ou ado. C'est ça. Et se dire aussi, au moment où, si par exemple tu commences à te poser la question sur un changement dans ta vie, c'est peut-être là où il faut aller chercher. C'est clair.
Bon, 2020 le Covid, 2021 naissance de la French virologist sur Instagram. Raconte-nous un peu cette genèse. Ah, ça, c'était, je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, en plus, tu vois, donc j'ai fait ma thèse en viro. Après, j'ai passé quand même 4 ans dans des labos de viro. On faisait de la virologie humaine. Quand le Covid est arrivé, j'étais vraiment, nous, en tant que virologiste, on avait le nez dedans, quoi. On regardait les papiers qui sortaient. C'était tellement un truc un peu inédit. On était hyper intéressés. Puis après, on s'est naïvement dit moi je me suis naïvement dit que bah c'est bon, ils sont en train de bosser sur les vaccins. Une fois que les vaccins vont sortir, on va sortir le cul des ronces comme on dit et tout le monde sera content et ça sera fini. Et surtout après les confinements, je dis les gens ils vont réaliser l'importance de la vaccination. Enfin, moi j'étais tellement naïve en disant mais ils vont réaliser l'importance des chercheurs quelque part, c'est un bon côté et tout. Et puis en fait quand les vaccins sont arrivés, je me suis pris la claque de ma vie en me disant mais qu'est-ce que c'est que tous ces complotistes, cette désinformation, même tu vois, et je pense que ce qui m'a le plus étonnée et déçue à la limite, c'est que même dans notre profession, non, je te devrais peut-être pas dire ça. Dans notre profession, il y a des gens qui ont dénigré les vaccins. Ça, tu peux peut-être le couper parce que il faut pas dénigrer non, je pense que tu peux le dire. Mais même il y a des médecins, quand tu vois qu'il y a des médecins qui ont bref, que des gens, ce qui est une formation scientifique, arrive quand même à ne pas mettre le nez dans les papiers pour aller voir tu vois, les vrais datas, et qui préfèrent croire des complots, ça c'est ce qui m'a le plus étonné. Après le public, voilà. Alors après je me suis dit bon, et je commence à avoir plein de questions en fait de proches, d'amis via Insta qui me disaient tu sais j'avais un compte privé où je partageais des photos de famille, c'était un peu mon lien avec la France, tu vois, en story je mettais les enfants et tout comme ça et tout le monde pouvait voir ce qu'on faisait, etc. Et j'avais plein de copains, plein de familles qui disaient, hey, toi, t'en penses quoi des vaccins? Et en fait, je commençais à faire des messages à tout le monde. Et en fait, ça me prenait un temps de fou de répondre à tout le monde. Puis j'ai commencé à faire des stories sur mon compte privé. Puis il y avait trop de monde qui venait sur mon compte privé. J'ai commencé à stresser parce qu'il y avait les photos des enfants et tout. Je dis, bon, attends, je vais ouvrir un compte spécial où je vais faire que ça. Et en fait, de fil en aiguille, ça a pris une ampleur, mais de fou. En quelques mois, je pense qu'en 3 mois, j'avais déjà 70 000 abonnés. Enfin, c'était un truc de malade. Qui m'a dépassé assez rapidement. Je t'avoue qu'au début, je pensais que je allais parler à 3 personnes. Et en fait, transformé en 70 000. Et en fait, c'est parce que les gens avaient tellement un besoin d'infos, ils étaient tellement en panique avec ces histoires de vaccins, ils savaient plus qui croire. Il y avait tellement de gens qui faisaient circuler la désinformation, que il y avait besoin, en fait, d'expliquer les choses assez simplement. Pourquoi l'ARN il allait pas venir modifier votre ADN, enfin tu vois des trucs de biologie de base que nous on sait en tant que scientifique parce qu'on a le nez dedans toute la journée mais que le grand public ne sait pas forcément. Et en fait ça a commencé comme ça et puis après j'ai dérivé, donc c'était Covid et puis après j'ai commencé à parler, on me posait des questions sur des autres maladies. Du coup j'ai commencé à parler d'HPV, enfin d'autres trucs, et c'est comme ça en fait qu'après j'ai étendu à toutes les maladies infectieuses. Après je fais de la prévention aussi, tout ce qui est autour tu sais, sécurité au niveau de la cuisine, parce qu'en plus en tant que véto, on est quand même vachement formé à ça, tout ce qui est denrées alimentaires, etc. Plus le fait que j'avais une thèse en plus de tout ce qui est microbio, etc. que je maîtrise bien aussi. Et en fait, il y a un manque d'infos générales, tout ce qui est domaine des maladies infectieuses. J'essaie de sensibiliser les gens à l'antibiorésistance, enfin des trucs que nous on sait en tant que véto aussi, en tant que scientifique, mais que le grand public a vraiment pas encore. Et je pense que c'est aussi notre faute en tant que scientifique. En fait, on ne communique pas assez avec le grand public. On communique très bien entre nous, ça je le dis tout le temps. On fait des conférences, scientifiques, on publie des papiers sur PubMed, mais il n'y a pas assez de communication avec les personnes lambda, en fait. On n'explique pas aux gens ce qu'on fait. Jamais. Enfin, rarement. On n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps parce qu'on est tellement, quand on est scientifique dans l'académique, on a tellement de choses à faire. On n'a pas le temps d'aller expliquer aux gens, de manière simple ce qu'on a fait. Puis parfois, on sait même plus comment expliquer de manière simple parce qu'on a tellement le nez dedans avec des trucs compliqués qu'on sait même plus expliquer, tu vois, avec des mots simples. Et on perd les gens. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin de communiquer, pour pallier à tout ça, tout ce qui est désinformation, parce que si nous on le fait pas, il y a des gens qui vont parler à notre place, et quand en général, le message va être transformé, amplifié, déformé, et
Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et la conséquence directe de ça, c'est que ça altère la santé publique, ça altère la santé individuelle. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Enfin, c'est, sans vouloir être dramatique, c'est, le problème de santé publique, il vient aussi de la communication, quoi. Il faut expliquer aux gens pourquoi il faut pas avoir peur de ça, pourquoi il faut avoir peur de ça, mais pas de ça. Enfin, voilà. Ouais, t'as raison. Et on évite à pointer du doigt, en tant que professionnel, voilà, les gens qui vont sur Google, etc. Mais j'aime bien ta façon d'amener les choses parce qu'au final, on est responsable de ça aussi en donnant pas assez d'informations vulgarisées, compréhensibles au grand public. Oui, c'est exactement ça. En fait, on est tous les deux parties sont fautives. Les gens, faudrait pas aller sur Google ou regarder des. Après, je dis ça, mais moi, je suis sur Instagram. Les gens, ils regardent quand même mes vidéos. Donc, au final, c'est un peu. Mais en même temps, comment je pourrais faire autrement? Je vais pas publier des infos sur PubMed, personne va aller les lire. Donc, il faut trouver. En fait, il faut amener peut-être la communication aux gens, mais avec des sources. Toujours essayer de sensibiliser les gens aussi à vérifier des sources. En fait, que les gens puissent vérifier par eux-mêmes les infos et n'attendent pas ne croient pas forcément les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un juste parce que il est docteur ou qu'il s'est autoproclamé expert en un truc comme ça. Donc ça, c'est aussi ma mission, que les gens soient autonomes un peu dans ce genre de fact-checking, enfin un petit peu autonomes. Mais c'est voilà. C'est pas facile tous les jours, hein, parce que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de haters. Là. Oui, ça va être ma question d'ailleurs. Dur à gérer, non, ça? Enfin, comment t'as géré tout ça? Alors, dur à gérer certains jours, mais en fait, j'ai tellement pris pendant le Covid que je suis devenue immunisée à toutes les bêtises que je peux lire sur moi ou en commentaire. Je bloque systématiquement et en fait, j'ai fait un bon tri parce que vraiment, le fait d'avoir bloqué beaucoup de gens, la communauté que j'ai maintenant, franchement, j'ai pas trop de haine, quoi. De toute façon, enfin, il y a pas de deuxième chance, quoi. Ouais. Tu t'argumentes pas, tu les vires direct. Non, je réponds pas. Parfois, je rigole un peu. J'ai une perruque de troll. Parfois, je les imite. C'est juste quand j'ai envie de rigoler. Mais sinon, non, je leur réponds pas personnellement. C'est plus de manière générale. Et d'ailleurs, ils ont très vite arrêté, au final, parce que ils m'ont beaucoup pourri pendant le Covid. Franchement, ça a été un peu lourd. Et en fait, quand ils ont vu que je répondais pas, je crois qu'ils ça les a calmés. Enfin, tu vois, de tout seul, ils se sont lassés, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pas du moment où tu leur réponds, t'alimentes cette haine-là, ce truc, et en fait, tu t'en sors jamais. Donc, vaut mieux ignorer. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Tu ignores tout, et tu bloques. Comme ça, t'es pas emmerdé. Et voilà. Et après, ça se calme tout seul. Faut attendre que la tempête passe. La tempête passe, ouais, ou qu'il passe à autre chose. Voilà. Et c'est quoi qui te plaît le plus aujourd'hui dans tout ce que tu fais sur ce compte? Alors, moi, ce qui me fait le plus, ce que j'adore, c'est expliquer les choses de manière rigolote, enfin, de fun, quoi. J'aime bien m'amuser. Parce que c'est ce que je disais aux gens, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, pas beaucoup, mais je sais, par exemple, sur le Facebook, des gens un peu plus âgés qui me disent, tu peux pas faire deux styles de vidéos plus sérieuses, genre, tu sais, un peu comme quand t'es prof et que t'écoutes un prof dans l'amphi, quoi. Et des vidéos plus fun pour les jeunes. Je dis, en fait, non, parce que moi, toute la journée, j'écris des trucs sérieux. C'est ma vie entière. Et que quand je fais des trucs Insta le soir, j'ai pas du tout envie de recommencer ce que je viens de faire, quoi. Tu vois, j'ai envie de plus m'amuser, moi aussi, donc c'est pas du tout mon... Et le but aussi, c'est que d'expliquer de manière simple, parce que si je commence à parler comme un prof pourrait parler dans un amphi, personne va m'écouter. On est d'accord, tu vois, il y a personne qui va m'écouter. Donc il faut aussi trouver un format... Enfin, moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est de trouver des formats les plus... Parfois, j'ai une idée, je vais parler d'un truc sérieux. Donc, le contenu est toujours sérieux, il y a toujours un fond sérieux. Mais après, je dis, comment je vais pouvoir détourner cette info pour qu'elle reste vraie, mais de la faire passer de manière marrante, tu vois. Et ça, c'est le plus marrant du truc. Et ça, j'adore faire ça. Et alors, monter les vidéos, tout ça, j'adore. T'es complètement autodidacte là-dedans. Ouais, je fais tout. Ouais. Donc, j'ai personne qui m'aide pour monter mes vidéos. Je trouve des idées. Parfois je m'inspire de certaines vidéos, je dis mais oui, là je vais détourner une trend, tu vois, qui passe sur Instagram pour faire autre chose. Je me déguise en virus, je me déguise tout le temps, et ça j'adore. Parce que en fait, les gens après, il y a plein de gens qui me disent, tu sais, je me suis rappelé d'un truc, genre une mesure de prévention, juste parce qu'ils sont rappelés de ma vidéo à la con, parce que j'étais allongée par terre déguisée en virus et que du coup ils se sont dit mais oui. Et en fait, ça aide vachement les gens à se mémoriser des gestes de prévention ou des infos importantes.
parce qu'il se rappelle de la vidéo avant de se rappeler du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, carrément. Bah, il passe un bon moment, il trouve ça drôle. Et du coup, ça reste dans leur tête, en fait, parce que ça les a marqués. Et alors que si je les avais juste écrits, tu vois, sur un post, sur une ligne, de manière comme tu reçois un dépliant, moi, je sais pas moi, pour une prévention quelconque, ils vont pas retenir. C'est pour ça que c'est important. C'est pas juste les gens pensent que c'est hyper superficiel, etc. Mais oui, sur la forme, c'est superficiel et c'est fun et c'est fait pour divertir parce que tu vas pas sur Instagram pour te faire chier, tu vois. Enfin, clairement, les gens ils ont envie d'être divertis. Mais le fond reste sérieux parce qu'en plus il y a toujours une description, il y a toujours les sources, je mets toujours les sources avec les liens des études et je veux jamais déformer la réalité, donc j'essaie vraiment de pas trop simplifier jusqu'à tomber dans le faux. Ça c'est dur à faire. Quand tu vulgarises un truc, je pense que c'est le plus dur, c'est de vulgariser suffisamment pour que les gens comprennent, mais pas trop pour pas que ça se tombe dans le faux, le partiellement vrai. Et ça c'est le truc le plus difficile à faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme parfois tu lis les summaries d'un peer reviewed et en fait tu fais des raccourcis et donc du coup tu te retrouves avec quelque chose qui est à moitié vrai quoi. Ouais, ou tu vois parfois je vois les journalistes parfois ils veulent faire des raccourcis, ils le font pas tous très bien et il y a parfois c'est faux. C'est faux. C'est juste faux, mais c'est juste qu'ils se rendent pas compte que c'est faux. Tu vois, il faut faire attention aussi, faire attention que les messages soient pas mal perçus. Ça c'est parfois, parce que parfois j'ai l'impression que le message est hyper clair. En fait, les gens vont prendre le truc de travers, de fou, genre t'avais pas prévu ça. Et une fois, j'avais fait, tu sais, un post sur l'immunité passive. Et j'avais parlé des anticorps pendant la grossesse qui passent, tu vois, via le placenta et qui protégeait le bébé à naître pendant les premiers mois, etc. Et j'ai parlé de l'allaitement aussi, parce qu'il y avait aussi des anticorps qui passent dans le lait maternel, etc. Et là, les gens m'ont dit, oui, c'est un post pro-allaitement, nanana. Les gars, calmez-vous. Je vous explique un mécanisme biologique. Je suis pas en train de dire faut allaiter, faut pas allaiter. En plus, j'avais même pas dit go allaitement, tu vois. J'avais juste dit exemple grossesse allaitement, tu vois. Donc c'est parti en cacahuète sur l'allaitement. Et je dis ok, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça. Mais bon. Parfois, c'est un peu... Ouais, et puis une fois que ça démarre, hein, c'est... Ah, puis après, ils se répondent tous en un commentaire. Enfin, ça part en cacahuète. Ouais, ils s'insultent entre eux. C'est le bordel. Ah, vache. Tu te réveilles le matin, avec le décalage horaire, t'as 200 messages. Qu'est-ce qui se passe encore? J'essaie d'éviter les dramas, mais parfois, tu peux pas. Parfois, c'est pas possible. C'est dur. Il y a des gens qui ont pas toujours le sens de l'humour. Il y a beaucoup de gens premier degré. Ça, c'est un peu dur à gérer. J'ai un peu plus de mal avec les premiers degrés. Je t'avoue que les gens qui prennent des vidéos parfois au premier degré alors que c'est pas du tout. J'essaie de pas faire trop de sarcasme, mais parfois t'en fais un peu quoi. Ouais. Et les gens ils prennent ça trop mal. Genre c'est pas. Je sais pas, faut rire un peu, tu vois. Oui, et puis après, ça va se demander pourquoi ils suivent ton compte, parce que c'est quand même principalement humoristique, quoi. Et second degré. Bah, j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup qui me suivent comme ça, mais c'est vrai que parfois, les gens se sentent très visés, la team premier degré, je les appelle, par certains trucs, et alors qu'en plus, c'était même pas l'intention. L'intention était pas ils me prêtent des intentions qui n'étaient pas, et ça m'énerve plus qu'autre chose. Je pense que c'est le seul moment, je préfère à la limite les haters que les gens qui me prêtent de mauvaises intentions et qui pensent que tu vois, je sais pas, moi. Une fois, on m'a dit que j'étais psychophobe. Je sais quoi? Parce que je me déguisais trop souvent, du coup, tu vois, je disais, alors ça, enfin, je sais pas. Bref, les gens parfois, ils vont chercher un peu loin les explications. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, non. Faut venir sur mon compte avec une bonne dose de 1 millionième de degré, parce que sinon, ça marche pas. Et comment tu le gères aujourd'hui? Tu fait beaucoup de posts. Tu passes tes soirées dessus à chaque fois. Ça te prend combien de temps? Alors, j'ai longtemps été débordée. Enfin, je suis toujours débordée, mais par d'autres trucs. Mais en fait, je pense qu'à force de faire, je suis devenue très très efficace. Je sais monter une vidéo, la tourner en pas longtemps, vraiment. Alors qu'avant, il me fallait peut-être 5 heures pour faire une vidéo. Maintenant, je pense que je peux la monter hyper rapidement. Parce qu'en fait, je connais vachement les outils et ça va super vite. Je fais des scripts à l'avance, mais c'est vrai que ça me prend du temps. En fait, j'essaie de tourner. Là, je poste que 3 fois par semaine. Avant, je postais 4 fois. Là, j'ai ralenti parce que je vais péter un câble, clairement. Mais je tourne toutes mes vidéos, tu vois, de la semaine en même temps. J'écris mes scripts en même temps. Comme ça, je fais par batch, en fait.
Par contre, je les monte la veille parce que j'ai pas le temps de les monter avant. Et c'est comme ça que je gère, mais c'est vrai que je travaille le soir, tu vois. Le soir, après mon boulot, je monte ma vidéo dans le canapé, tu vois. Donc c'est sûr que je peux pas faire ça sur mon temps de travail en même temps. Enfin, j'ai un travail à temps plein à côté. C'est pas comme si c'était. Il y a des gens qui font ça, que c'est leur métier, tu vois. Moi, c'est pas mon métier. C'est un side gig, quoi. Donc bref. Mais c'est cool. Je veux pas arrêter. Tu vois, parfois je me dis, je devrais peut-être arrêter. Franchement, ça me prend trop de temps. Tu vois, le retour sur investissement, il est pas forcément hyper intéressant. Mais moi, en fait, j'aime trop ça. Du coup, je me dis tant pis, c'est pas grave. C'est limite un deuxième temps plein, mais en fait, j'aime bien. Du coup, j'arrête pas. C'est ton petit plaisir, quoi. Mais je pense avoir compris quand même par certains de tes posts que il t'a ouvert tes portes quand même, ce compte, non? Il m'a ouvert des portes, oui. C'est vrai que je commence à gagner un peu ma vie avec. Ça permet pas d'arrêter de travailler, hein, clairement pas du tout. Surtout que je refuse beaucoup de collaborations. Je refuse 8 collaborations sur 10. Genre tout ce qui est compléments alimentaires, cosmétiques, produits, tout ça, moi je fais pas. Je refuse systématiquement. Mais par contre, je travaille avec des fondations. Là, je travaille avec l'Institut Pasteur maintenant. Je travaille avec l'Office européen des brevets, enfin vraiment des grosses institutions qui sont hyper, parce que moi c'est un peu j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore, tu sais, d'arriver là. Puis alors l'Institut Pasteur, c'est des noms qui te font rêver quand tu veux faire de la recherche, etc. Alors tu te dis un jour je vais travailler avec eux, j'aurais dit mais non, jamais de la vie. Et maintenant je travaille avec eux, je leur crée du contenu, enfin oui, ça m'a ouvert des portes incroyables. Je travaille avec la NSM aussi, qui est l'Agence nationale du médicament en France. Enfin bref, des belles collabs quand même. Et puis là, le livre qui sort, ça va être pareil. C'est un truc que j'aurais pas imaginé non plus. Après ma thèse, j'avais dit j'écris plus jamais rien. Tu vois, et finalement, je manage les publications scientifiques et j'ai écrit un bouquin. Faut jamais dire jamais. Super transition du coup. Ton livre, ouais. Bon, au moment là on enregistre, c'est encore top secret, mais ouais, jusqu'à lundi. Voilà, super. Et fais-nous le pitch. Je suis tout oui, on est tout oui. Pitch, alors c'est ce que je fais sur Instagram dans un livre. En gros, c'est virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper. Voilà. Donc ça c'est le titre. Et en gros, c'est destiné au grand public. Et c'est en gros expliquer, il y a plusieurs volets, hein. Il y a une partie tout ce qui est mythe autour des maladies infectieuses, mythe autour de la vaccination. Il y a une partie Covid aussi évidemment. J'essaie de répondre à toutes les questions en fait que les gens me posent depuis 2 ans sur Instagram, mais dans un livre. Vraiment. J'ai essayé de réunir toutes les questions, les interrogations que les gens puissent se poser, mais dans un livre. Il y a une partie cuisine, donc tout ce qui est sécurité, tu vois, pour pas tomber malade, pas d'intoxication alimentaire, etc. Mais à chaque fois avec des explications. Je travaille avec une graphiste qui a fait des super dessins pour expliquer. Parce que moi, je faisais des infographies avant sur Instagram, avant de faire des vidéos, où j'expliquais en fait de manière visuelle et simple les problématiques autour de certaines maladies. Par exemple, le CMV pendant la grossesse, c'est quoi le problème? Et en une infographie. Alors, il fallait que les gens, en 2 minutes, ils aient compris le problème. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai fait des infographies à main levée sur des feuilles A4. J'ai tout envoyé à la graphiste et elle a tout mis en dessin. Donc, il y a beaucoup de dessins. C'est très visuel. Parce que je veux que les gens, je veux pas d'un gros pavé, là, un gros bouquin où finalement, tu captes rien parce que il y a trop de texte. Il y a du texte, hein, quand même, mais il y a aussi beaucoup de dessins, récap, pour essayer de visualiser le problème. Et je me dis que si les gens comprennent certaines choses, alors ils sont plus à même d'être dans la prévention, de voir l'intérêt de la prévention plutôt que du traitement, par exemple, ou de la vaccination, quoi. Et bon, c'est pas centré sur la vaccination, mais il y a une partie de vaccination quand même. Et voilà, donc puis il y a aussi, j'essaie de sensibiliser les gens, une partie, en tout cas, sur l'importance d'un monde d'une santé. Je pense qu'en tant que veto, on a une grosse responsabilité autour de ça. Et il faut montrer aux gens que la santé animale, la santé de l'environnement et la santé humaine sont liées les unes avec les autres et que c'est important qu'on s'en rende compte. Je pense qu'avec le Covid, peut-être que les gens s'en sont un peu rendus compte, mais les zoonoses, c'est pas un truc rarissime, c'est un truc qui arrive tout le temps. Enfin, j'essaie vraiment de sensibiliser autour avec ma casquette de veto / scientifique. C'est de remettre toujours dans le contexte aussi de l'importance
de caler de temps en temps l'importance des vétérinaires. Voilà, ma petite pierre à l'édifice dans le truc. L'antibiorésistance, un sujet très important que j'aborde dans le livre aussi. Et ce qu'on peut faire pour limiter justement ça à l'avenir. Parce que chacun peut faire un petit geste pour essayer que le monde aille mieux. En tout cas, pour tout ce qui est la santé, quoi. Voilà. Et ça, pour ton livre, c'est une maison d'édition qui est venue te chercher via Instagram ou t'avais une idée de livre? Alors, j'ai pas eu d'idée de livre. J'ai eu plusieurs maisons d'édition qui sont venues me chercher sur Instagram. Encore maintenant, j'ai encore reçu un mail hier d'une maison d'édition. On leur a dit que le livre sortait dans 2 semaines. Mais oui, j'ai publié chez Marabout, donc c'est le groupe Hachette. Voilà, ça sort chez eux le 11 octobre. Mais voilà. Ouais, c'est cool. J'ai hâte de voir les retours. Je t'avoue que j'ai un peu. En fait, j'étais pas du tout stressée. Et puis là, je commence à me dire, mais il va sortir, genre les gens vont vraiment le lire. Parce que pour l'instant, j'étais à le lire. Je dis, qu'est-ce que. Et voilà. J'ai tellement peur d'avoir écrit des âneries. Bah, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce livre. J'ai mis un an à l'écrire. J'ai lu des milliards de papiers. Enfin, je suis un peu psychopathe de PubMed, donc voilà. Il y avait tellement de références qu'on a mis des QR codes dans le livre parce que on pouvait pas le faire rentrer pour les sources, quoi. C'était trop long. Trop de pages. Mais tu casais ça quand, du coup? Parce qu'entre ton boulot plein temps, ton deuxième boulot plein temps d'instagrammeuse, ton troisième boulot plein temps, du coup, d'écriture de livres. Ça a été horrible. Honnêtement, je pense que quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, plus jamais. Alors, je dis plus jamais, comme j'avais dit plus jamais après ma thèse, donc. Peut-être que je changerais d'avis, mais je l'ai pas forcément bien vécu au niveau santé mentale et j'ai failli faire 2-3 burn-out. Ouais, non, c'était limite. Franchement, je le recommande à personne. J'avais trop de symptômes de burn-out à la fin. Ouais, et c'est pas bon. Je sais, hein. Mais je me suis mise toute seule dans le problème. Mais c'était dur parce que je faisais ça le soir, le week-end. Enfin, j'avais jamais de pause en fait. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'est que rien faire. Honnêtement, parfois, je suis dans mon canapé et je dis, faut que je trouve un truc à faire parce que j'ai l'impression de gâcher mon temps. Enfin, parfois tu te dis, mais t'es pas nette quand même. D'être en arrivé au point de te dire, tu peux même pas te poser 2 minutes sans te dire que t'es en train de gâcher 2 minutes parce que tu pourrais faire autre chose, quoi. Mais, non, c'est le gros problème quand tu fais plusieurs trucs en même temps. En même temps, c'est passionnel parce que t'adores ça. T'as l'impression que tu peux pas arrêter un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est tu es coincé en fait à être tout le temps dans ce schéma-là. Et parfois il faut quand même prendre un peu de recul et se dire ouais là, est-ce que tu penses que t'as un rythme de vie qui est sain? La réponse elle est non, donc il faut que tu changes des trucs, quoi. C'est presque addictif, hein. C'est vraiment addictif. C'est dangereusement addictif. Et en même temps c'est cool, donc c'est. C'est quoi la suite alors? Tu vas aller combler comment tes 2 minutes sur ton canapé après ce bouquin? Plein de trucs parce qu'en plus le livre il sort, donc il y a beaucoup de journalistes et tout qui tu vois des interviews, des machins. Donc c'est pas fini. Et là il y a les collaborations qui arrivent avec justement l'Institut Pasteur. Au mois de novembre, je rentre justement pour donner une conférence à l'Académie de médecine il m'arrive plein de trucs super géniaux. Et c'est vrai que j'ai l'impression de pas prendre le temps d'apprécier, tu vois, ça. Mais c'est hyper sympa, quoi. Mais je donne des conférences sur la désinformation. Enfin, c'est vraiment un peu de reconnaissance du travail que je fais depuis 2 ans sur Instagram, même si moi j'ai l'impression de faire rien. Enfin, que c'est une goutte dans l'océan, quoi. Mais c'est cool d'avoir un peu de reconnaissance d'être appelé pour donner des conférences hyper sérieuses, en plus qui vont pas du tout avec mon style de format, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et c'est chouette, ouais. Mais on verra. Après, je sais pas. Tu sais, j'avance petit à petit. Et ton bouquin, il sort en français uniquement ou il sort en plusieurs langues? Pour l'instant, il sort en français, il sort en France, il sort en Belgique, il sort au Canada, enfin au Québec, je crois. En Suisse, il me semble. Voilà. Pour l'instant, il sort en français. Ok, on verra après. Écoute, j'encourage les auditeurs à se le procurer, à nous faire des retours, à te faire des retours. Ouais, j'espère que ça va. Ouais, on verra. Personne l'a lu encore, donc c'est vraiment. Même ma famille l'a pas lu. Donc... non, j'ai pas eu le temps. On l'a bouclé. Ça a été tellement la course à la fin pour le boucler. Je voulais le faire relire, tu sais. Je suis un peu psychopathe de
des relectures. Du coup, je voulais faire relire par des potes médecins et j'ai même pas eu le temps. Par contre, j'ai quand même des experts de l'ANSES qui l'ont relu, tout ce qui est partie cuisine. Donc, de ce côté-là, normalement, c'est ficelé. c'est C'est bon. ouais. Ils m'ont dit qu'il y avait pas de faute, donc ça m'a rassurée. Mais c'est vrai que l'autre partie, je voulais faire relire, tu sais, un peu peer review, Ouais. quoi. Ouais, bah oui. Bah oui, t'es habitué à ça, donc bon, c'est des formations professionnelles, quoi. Ah ouais, non, je pense que je serais mortifiée s'il y a une boulette. C'est horrible. Il y en aura sûrement. Hein. Le pire, c'est que tu peux pas. Il y a plus de 200 pages. Et à un moment donné, c'est sûr que j'ai sûrement dit un truc qui allait Ah pas, ouais, mais 200 pages, c'est pas mal quand il y en même. a Hein. pas. Ouais, ça a été un boulot de Ouais. malade. Ah, écoute, j'ai hâte Mais c'est de cool. lire. Je parle de la rage, tu vois. Je parle de maladies. J'essaie de caler des maladies dont on n'entend pas parfois. Parce que Ouais. nous, on connaît bien en tant que véto, mais que le grand public connaît pas. En plus, en France, on en a pas quasi pas de cas de rage, tu vois. Enfin, très rarement. En Belgique, c'est indemne de rage, etc. Du coup, j'aborde des sujets, ouais, que je pense qu'il n'y a pas forcément dans tous les bouquins destinés au grand public autour de la santé, quoi. J'essaye, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? On s'est dit pas mal de choses déjà, mais il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas couvert, qui te vient à l'esprit, que tu voudrais aborder. Non, je crois pas. Pas que je non. La France te manque? La France me manque, ouais, parfois, enfin souvent. Ce qui me manque plus, c'est la famille, les amis, les relations, tu vois, avec les amis et tout ça. Et la bouffe me manque, ça c'est sûr. La bouffe américaine, je pense que je m'y ferai jamais. Non, ça me manque. D'ailleurs, quand on rentre en France, je pense, on fait une cure de nourriture pendant 2 mois là. C'était saucisson, pâtisserie, apéro, enfin bref, pas forcément l'idéal, mais Mais les bons on se trucs, fait une quoi. petite pour l'année. Ouais, mais ouais, non, ça me manque surtout tu vois, les amis, les potes, quoi, les potes, la famille. Parfois, tu te dis, ah, peut-être tu rates des trucs, tu rates des mariages, tu rates les anniversaires, tu rates les réunions de famille, tu rates les Noëls. Enfin, ça, c'est un peu dur quand t'es expat. Franchement, c'est un peu dur. Mais bon, on s'habitue. J'ai une dernière question, du coup. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même? Quel conseil? Ça, c'est dur. Mais je pense que je lui dirais d'y croire parce que, enfin, de pas se dire qu'elle est un imposteur. Parce que moi, ça, c'est un truc, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est monumental et je pense que on est tous, enfin, je pense qu'on a fait des études longues comme ça, on est tous un peu comme ça. J'ai tout le temps en train de me dire, mais pourquoi moi? Enfin, pourquoi, tu vois, de pas réaliser trop, enfin, j'ai l'impression d'être un imposteur tout le temps. C'est dur de lutter contre ça. Petit à petit, je me soigne, mais depuis que j'ai toujours été comme ça, enfin, même quand j'étais en postdoc, je me dis, ouais, franchement, je vaux pas mieux que un tel ou que, enfin, eux, ils sont tous mieux que moi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je sais pas. C'est dur. C'est dur de lutter contre ça. Mais, donc, je dirais, crois en toi, t'es pas un imposteur. T'es à ta place, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. T'es à ta place. Il y a des J'essaie choses. de me convaincre. C'est pas facile. J'allais dire, est-ce qu'il y a t'as des garde-fous? Il y a des choses que tu mets en place pour essayer de pallier à ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps, hein, dans le milieu veto. Ça revient, ouais, mais c'est un truc de, enfin, je pense que c'est vraiment, les médecins, c'est pareil. J'en parle avec des copains médecins, ils ont le même sentiment. J'essaie de me focaliser sur, parfois, tu sais, quand je commence à paniquer en me disant, ah, ça a merdé, machin truc, j'essaie de me focaliser sur les réussites et pas, ou le chemin parcouru, tu vois, regarder tout ce que t'as fait. Et après, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, enfin, c'est cool. Plutôt que de se focaliser sur les trucs négatifs ou les trucs que t'as ratés ou les trucs que t'as pas bien fait. Tu vois, pas essayer de pas être trop dans le perfectionniste aussi. Parfois, je suis trop perfectionniste sur plein de trucs et ça, c'est lourd. Je me tue toute seule à faire ça. Parfois, je me dis, bon, allez, tu fais ça pendant 1 heure et après 1 heure, tu dois avoir fini. Tant pis, c'est pas parfait. Tu vois, j'ai du mal, mais c'est, ouais. Non, mais c'est hyper dur. Quand t'es comme ça, c'est dur de lutter contre ça. Surtout quand t'es tout seul. Tu vois, moi, je travaille chez moi, toute seule. J'ai personne autour de moi qui me dit quoi faire. Mon Instagram, c'était toute seule aussi. Donc, tu vois, je peux pas me confronter avec quelqu'un qui pourrait éventuellement me recadrer ou me dire, écoute, là, arrête tu spirales pour rien, tu vois, c'est pas, et ça, c'est dur. J'ai mon mari parfois. Parfois, il me remet un peu
hésiter en place en disant mais arrête, c'est déjà vachement bien, machin truc. Voilà, il me faut ça. Il faut ma dose de temps en temps. Bah, c'est des bons Ouais. conseils déjà, ce que t'as dit là, je trouve. Ouais. Mais c'est pas simple, hein. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un vrai problème. On a mis un nom sur ce problème, Ouais. mais avant, j'ai l'impression que je l'avais toujours eu, ce Mhm. syndrome-là. Ça fait pas longtemps que je connais ce nom, mais après, quand j'ai lu la définition, je dis, oh, mais c'est ça, en fait. Ouais, C'est ça mon problème. C'est dur. Parce que quand t'es une femme, je pense que puis, tu vois, le fait d'avoir été dans la recherche publique, pas toujours très bien traité, je parle pas de mon labo en Belgique ils étaient vraiment super et je suis encore en contact là, j'ai encore parlé à Benjamin là, hier. Mais en tout cas, à la recherche aux États-Unis, on m'a tellement fait sentir que j'étais pas à ma place que, genre moi, on m'a quand même dit, mon PI là, il m'avait dit, puisque t'as 2 enfants, toi, tu peux espérer que ça dans ta carrière, tu vois. Il m'avait donné un exemple. Non, mais c'était vraiment genre tes limites. De toute façon, t'es limité, toi, parce que t'as choisi d'avoir des enfants, parce que limite parce que t'es une femme en fait. Je pense qu'il aurait jamais ça un postdoc Non. homme qui a des gamins. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ça, et en fait, même si tu te dis, mais putain, mais il déconne, il fume quoi, jamais de la vie. Quelque part, inconsciemment, quand même, ça te reste, et ça te, Ouais, ça te plante une bah, graine. la pièce, elle tombe quand même et puis, mine de rien, elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et tu t'en souviens quand même, quoi. Ouais. Même si tu essaies de te convaincre que c'est pas vrai et que tu sais que tu peux le faire parce que tu l'as fait plein de fois, aussi bien qu'un homme et même parfois mieux que des mecs qui ont pas de gamins. Mais, bah, ça reste, ça marque quand même, c'est chiant parce que j'arrive pas à me défaire de ce sentiment qui reste ancré au fond de moi en me disant, bah, je suis peut-être pas si capable que ça, en fait. Et en fait, si, tu l'es, mais c'est juste que tu es ton propre ennemi, quoi. Ouais, oui, c'est ton propre ennemi et enfin, ces gens pleins de graines et t'es de nouveau ton propre ennemi parce que finalement t'es happé par ça C'est et ça. tu crois. Et puis c'est un cercle Ouais, vicieux. c'est un cercle vicieux. Même quand tu commences à y croire et après quand on te remet une petite claque, là, tu dis, genre, tu sais ce que hier, on m'a encore dit que j'étais pas docteur. Ça m'a perturbé encore. J'ai même été voir j'ai même repris mes diplômes pour vérifier que c'était marqué docteur. Et t'imagines ou quoi? Alors que j'ai deux doctorats quand même. Très bien, je suis docteur. Et en fait, parce qu'en fait, il y a une journaliste qui m'a dit que les docteurs, c'était que pour les médecins. Et j'ai dit, ben non. Et puis après, je me dis, putain, ça se trouve, en France, c'est comme ça. Puis j'ai googlé, en fait, non, pas du tout. Ouais, Mais, et en fait, les docteurs, dans l'esprit des gens, c'est des médecins. Et t'as pas le droit d'être docteur quand tu fais une thèse de recherche, alors qu'on t'a donné le titre de docteur et tout. ouais. Et j'ai soutenu, non, je suis docteur 2 fois même. Ouais. Les vétos sont docteurs, les chercheurs sont docteurs. Quand on a fait une thèse, on est docteur. Et on a le droit de l'utiliser, même si, évidemment, je me présente pas, bonjour, je suis le docteur Sorel, tu vois. Mais, de temps en temps, quand tu écris un truc, tu mets docteur, tu vois. Ouais. Parfois, je l'utilise, ça m'arrive pas souvent, mais bon, on te l'a donné, tu l'as pas volé, tu vois. Donc, bref. Mais encore un exemple de mésinformation. Ouais. Ça, tu peux peut-être faire une petite publi sur Insta là-dessus. Peut-être que t'en as déjà fait une. Ah, j'en ai pas fait une, non, parce que je te dis, ça m'est arrivé hier. Ah, Du bah coup, voilà. et ça m'a tellement choquée. Ouais. En fait, je suis restée con, vraiment, genre, mais attends, ça se trouve, je me suis même mis en moi à douter que, tu sais, je me dis, ça se trouve, ma vie est un mensonge, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, bon, attends, je vais retourner j'ai mis sorti mon diplôme et j'ai vu docteur. Non, bah non, c'est marqué quand même, tu vois. Mais c'est vrai quand t'es comme ça, si quelqu'un affirme quelque chose avec assez de certitude, Ouais. ça te remet directement en doute, quoi. C'est dingue, hein. Ah bah ouais, parce que c'est toujours ce syndrome là t'as beau être à 99,9% sûr de toi, tu dis bah, merde, faut quand même que je vérifie les 0,01% que je c'est ridicule, mais bon bref. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est le genre de truc tu dis en fait, et après du coup ça alimente ce syndrome, tu vois. Parce que même si tu sens que t'es à ta place et que tu fais les choses bien parce que t'as des super retours, 99% de gens te disent c'est génial, machin, tu vas avoir ce 1% qui t'aura dit non mais t'es pas docteur, limite t'es pas légitime pour parler de ça, alors qu'en fait si, tu l'es vachement, mais tu vois, après tu commences à questionner, ah bah ça je suis pas légitime pour en parler, alors. Et c'est comme pour les vétos, moi je suis véto et scientifique, mais à côté, mais si j'étais véto et qu'on me disait t'as pas le droit de parler par exemple de la salmonellose ou de la listériose par exemple, mais alors que si, carrément, on est vachement qualifié pour ça, tu vois.
Parce que pour eux, c'est de la santé humaine et que mais oui, mais bon, au final, d'où ça vient, tout ça? Ça reste, la santé animale et la santé humaine sont vachement liées. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Ouais. Voilà. À l'oublier ou pas le savoir du tout, en fait, au départ, hein. Encore une fois, c'est une histoire de prendre notre place, comme tu disais, au début du podcast, ouais. Comment est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn, Instagram? Ouais, Instagram, facile. Ouais, LinkedIn, Instagram, c'est les deux. Instagram, je regarde pas toujours mes DM, mais j'ai un onglet email qui va arriver dans ma boîte mail. Et sinon, LinkedIn, ouais. Je suis sur LinkedIn aussi. Parfait. Sans problème. Océane, merci. C'était super. Merci Sophie, après toutes ces années. Bah oui, c'est clair. Non, c'était super, super chouette, super intéressant. J'ai hâte de découvrir ton livre. Et je vais continuer à te suivre évidemment parce que j'adore tes vidéos, ça me fait beaucoup rire. Je prends plaisir. Je pense que c'est un des comptes où quand je suis dessus, je reste dessus un petit temps parce que il faut que je rattrape les vidéos que j'ai pas encore visionnées. Donc j'encourage vraiment tout le monde à aller suivre ce compte qui est vraiment assez. Mais c'est le but, hein, parce que je veux que les gens passent un bon moment. Je veux pas que les gens parce que en plus je parle de trucs tellement graves, je peux pas tu vois, j'ai pas que les gens se ferment Instagram en disant on est tous foutus, tu vois ce que je veux dire. Surtout pendant le Covid, il fallait donner un peu de smile aux gens, les dépaniquer tout le temps parce qu'ils étaient tout le temps paniqués. Du coup, j'ai gardé un peu cette ligne édito. Parfois, les gens disent que je suis trop fun sur des trucs graves, mais bon, en fait, je pense que t'as pas besoin de le dire avec une tête de dépressive pour que les gens se rendent compte que c'est grave, tu vois. Et voilà, c'est un peu parce que puis moi j'ai peur en fait sinon de me faire happer par la négativité si je fais pas ça fun. Donc puis j'ai envie de faire ça marrant. Je fais pas ça pour que ce soit une corvée, tu vois. Ouais. Donc ouais. Reste intègre et reste fidèle à toi-même parce que franchement c'est génial. J'essaie.